Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Fuir en Suisse. Cette option de salut apparaît presque comme une évidence. On s'imagine trop facilement que, dans la mesure où ils étaient encore libres de leur mouvement, tous les juifs des pays environnants auraient dû tenter cette fuite ou alors prendre le chemin de l'Espagne, l'autre pays neutre offrant une perspective de salut. Le potentiel salvateur du petit pays neutre au centre de l'Europe a pourtant été surestimé. C'est ce qu'écrit Ruth Fivaz-Zilberman dans la préface à ce livre qui est un livre tout à fait exceptionnel, La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale, qui a été publié chez Kalman Levy et préfacé, et ce n'est pas rien pour un sujet comme celui-là, par Serge Klarsfeld, qui note tout à la fois le caractère novateur et le caractère de très grande importance de cet ouvrage. C'est donc un ouvrage issu d'une thèse. C'est un ouvrage copieux, qui fait 1400 pages et qui examine sur tous les aspects ce qu'a été le passage dans cette frontière qui est la frontière suisse. Alors je vais poser une première question à Ruth Fivaz-Zilberman. Pourquoi fuit-on en Suisse ? On fuit en Suisse essentiellement lorsque se déclenche la solution finale, c'est-à-dire l'arrestation des familles entières pour la déportation. Auparavant, certains ont essayé, avant 1942, ont essayé d'aller en Suisse. Il fallait des visas qui étaient donnés au compte-gouttes. Il fallait déposer des cautions très importantes et c'était extraordinairement décourageant. Alors quand vous dites quand a été déclenchée la solution finale, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise ? C'est-à-dire, pour le cas de la France, on a donc une France qui est occupée par les nazis au nord, en gros d'une ligne de démarcation, et qui est une France libre au sud. À partir de quand vous datez le sentiment qu'ont les populations juives que la solution finale telle que vous la définissez, c'est-à-dire les familles, femmes, enfants comprises, est perçue en France ? Ça peut se dater très précisément. C'est juillet 1942 pour la Hollande et la Belgique. Et puis c'est juillet 1942 en zone nord, bien entendu. La rafle du Veldiv et la rafle concomitante dans les grandes localités de zone nord. Et puis ça va être août 1942 en zone non occupée. C'est à ce moment-là que les nazis, que l'occupant ne s'en prend plus seulement aux possessions, aux carrières, mais s'en prend aux vies et c'est ressenti immédiatement. Alors, il y a eu différents types de stratégies de survie. Qu'est-ce qui fait choisir la Suisse, à votre avis ? Alors, on va peut-être partir d'un certain mythe de la Suisse, qui apparaît comme un pays absolument paradisiaque, qui est le pays neutre au centre de l'Europe, le Mutter Helvetia. C'est un pays qui est vraiment ressenti comme pouvant offrir, dès qu'on y arrive, une hospitalité et une sécurité. Ce qui en réalité est totalement faux. Parce que la Suisse a introduit l'obligation de visa en 1939, au moment où la guerre éclate, et qu'ensuite elle va resserrer toujours davantage les conditions d'accès. Et donc, si l'on n'a pas de visa, on est un clandestin, et il va falloir surmonter toutes sortes d'obstacles. Alors bien sûr, il y a des stratégies autres. Il y a surtout la planque. On peut essayer de se cacher dans son pays de résidence. La Hollande, la Belgique ou la France. Et puis,
on peut essayer effectivement ce chemin, mais qui est très hasardeux. Et Alors, ça, combien à peu près de Juifs en France ont opté pour ce chemin ? À peu près. Est-ce que vous j'ai- avez la statistique ? on a à la frontière suisse 15 500 tentatives d'entrée, dont 12 000 et quelques ont été, disons, couronnées de succès, ce qui vous laisse 3 000 refoulements environ. Mais en amont, on ne sait pas exactement combien de Juifs ont quitté la Hollande et la Belgique dans l'intention ferme de se rendre en Suisse, avec des filières qui étaient payées pour cela et qui se sont fait arrêter en route. En fait, et ça c'est une des grandes qualités de votre livre, vous ne vous contentez pas d'avoir le nez sur la frontière, c'est-à-dire sur ceux qui sont soit refoulés, vous venez de nous dire que c'était à peu près 3000, soit qui passent, donc à peu près 12 000, hein, c'est ça, 12 000 qui réussissent à passer la frontière et qui pourront passer les années de guerre, enfin les années de guerre qui restent en Suisse. Mais vous montrez que en fait, il faut déjà arriver en Suisse. Et votre première partie est consacrée aux personnes qui, des Pays-Bas ou de Belgique, souhaitent se rendre en Suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer des Pays-Bas en Suisse, par exemple ? Alors, pour passer des Pays-Bas en Suisse, en été 42, il faut trouver, premièrement, des faux papiers, deuxièmement, des passeurs qui soient fiables, et c'est loin d'être toujours le cas. Et troisièmement, il faut disposer de grosses sommes d'argent, parce que les passeurs se font payer extrêmement cher. On a l'exemple d'une famille, c'était des banquiers heureusement, ils s'appelaient Van Dancy, ils sont partis de Rotterdam en été 42. Ils sont partis en juin ou en juillet 42 de Rotterdam. Ils étaient 4 adultes. Ils ont payé pour arriver jusqu'en France non occupée 600 000 francs français. Le salaire d'ouvrier à l'époque, c'est 1800 francs français. Donc, vous pouvez imaginer. Et une fois qu'ils arrivent dans les environs de Lyon, ils ne sont pas encore en sécurité, puisque ce qu'on appelait les rafles du gouvernement de Vichy éclatent à ce moment-là. Et donc, ils doivent payer encore beaucoup d'argent pour pouvoir finalement passer en Suisse. Et ils réussissent. Mais ça vous donne un exemple. C'est d'ailleurs votre méthode, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous racontez la grande histoire, enfin si je puis m'exprimer ainsi, mais vous le faites en multipliant les récits de vie, ce qui rend la lecture de ce livre très très vivante et particulièrement intéressante. Alors qu'est-ce qui les pousse à passer en Suisse ? Donc ils pensent que c'est en Suisse qu'il y aura le salut, qu'ils seront sauvés. Oui. Disons que s'ils arrivent à se faire accepter, bon, on peut pas le savoir en 42. Les Suisses ont eu très peur d'être envahis et ça n'était pas une crainte vaine. Mais enfin, c'était un îlot de neutralité, de paix au centre de l'Europe. Donc on essayait. L'autre solution aurait été l'Espagne. L'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut passer les Pyrénées. Et c'est très dangereux. En plus, bon, il faut encore parler des différentes occupations qui se passent à la frontière suisse. Quand ce seront les Italiens, à partir de janvier 43, dès qu'on arrive en zone italienne, ce sera déjà beaucoup moins dangereux. Et là, je pense que beaucoup ont pensé à ce facteur favorisant, alors qu'à la frontière espagnole, c'était occupé pendant toute la guerre. Enfin, vous faites beaucoup de tableaux statistiques et on s'aperçoit en vous lisant, ou plutôt on apprend en vous lisant, que il y a une première poussée de passage
qui suit effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la rafle du Veldiv, enfin les arrestations de la solution finale, et vous avez bien noté que elle s'adresse aussi à des juifs de zones non occupées. C'est-à-dire que Vichy donne l'autorisation aux Allemands d'arrêter les juifs de zones non occupées. Donc à ce moment-là, il y a comme un afflux vers la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens affluent-ils vers la frontière? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, comme vous le faites dans votre livre? Oui, à partir naturellement, surtout de la grande campagne d'arrestation, de la grande rafle des 25 et 26 août 42 dans toute la zone libre, les Juifs complètement affolés, déboussolés, vont commencer à affluer. Alors, ils arrivent de partout. Ils arrivent du bord des Pyrénées, ils arrivent de Lyon, de Marseille, ils arrivent de Toulouse, ils arrivent absolument de partout. Ils se fient à des passeurs qu'ils rencontrent dans des cafés. Et là aussi, il va y avoir des sommes absolument astronomiques qui sont dépensées. Alors, pour vous donner par exemple l'exemple d'une famille qui est arrivée de Pau, c'était des Juifs réfugiés à Pau. Ils avaient le statut de réfugiés sous Pétain. Je veux dire, ils étaient légalement enregistrés à Pau. Le mari se fait arrêter à la rafle, la grande rafle des 25-26 août. La femme est là avec 2 filles, sont au lycée, 2 adolescentes. Elle arrive à contacter une filière de passeurs qui vont les amener par des étapes via Lyon jusqu'à Annemasse. Annemasse, c'est une autre personne qui les prend en charge et qui va les convoyer jusqu'à la frontière. Elles arrivent dans un endroit qui s'appelle Collonges-sous-Salève. C'est à côté d'où j'habite actuellement d'ailleurs. Et là, elles vont leur dire: écoutez, c'est là, vous passez sous les barbelés, vous glissez sous les barbelés, vous avancez, vous courez, et puis tout droit, c'est Genève. Alors ces 3 pauvres femmes, complètement affolées, se passent sous les barbelés, se précipitent seulement. La passeuse était très mal renseignée sur la géographie. Et puis les pauvres femmes n'y connaissaient absolument rien, il faisait nuit. Et elles traversent un ruisseau, et malheureusement, de l'autre côté du ruisseau, c'est de nouveau la France. Et là, elles se font arrêter, toutes les 3. Et qu'est-ce qui leur arrive? L'aînée des filles, la mère et la fille cadette sont immédiatement arrêtées. Elles partent pour Rivesaltes, qui est l'antichambre de Drancy, et la déportation. Mais la fille aînée réussit à s'échapper et à repasser la fameuse petite rivière et à passer en Suisse. Et là, elle est accueillie et elle raconte, et c'est par son dossier qu'on sait ce qui est arrivé à sa mère et à sa sœur. Alors, si je comprends bien ce que vous écrivez et ce que vous dites, il y a finalement plusieurs étapes. Il faut arriver non loin de la frontière. Vous donnez comme exemple Annemasse, mais ça pourra être Morzine, ça pourra être une des villes qui sont aujourd'hui connues, parce que souvent ce sont devenues des stations de sport d'hiver, pas toutes, de la frontière. Donc il faut déjà trouver des gens qui vous permettent d'aller jusque-là. Et quels sont les dangers pour aller de Pau, de Marseille, de Nice, de Lyon, jusqu'à la frontière? Alors, après août 42, et jusqu'à l'invasion allemande du 11 novembre 42, c'est Vichy le grand danger. Parce que lorsque donc tous ces Juifs qui étaient enregistrés, reprenons cette famille de Pau, mais ils savaient où ils habitaient. Et au matin du 26 août, les gendarmes sont venus les arrêter. Le père a été arrêté, la mère et les filles se sont sauvés. Mais à ce moment-là, la préfecture émet des avis de recherche qui passent dans tous les départements de la zone libre. Et c'est malheureux. Ils sont absolument traqués pour se chasser. Donc ils sont à la merci d'une arrestation. Dans un train, dans un autocar, dans un hôtel, dans la rue.
et à la proximité de la frontière. Et il faut dire que les gendarmes essentiellement, parce que ce sont les gendarmes de Vichy qui ont été les plus méchants, si j'ose dire, les gendarmes sont à l'affût. Ils ont même proposé au préfet d'aller faire des contrôles sur les navettes qui traversent le Léman, sur les bateaux, dans les autocars, et partout on est à la merci d'un contrôle, d'une arrestation. Les gendarmes arrêtent 900 juifs pendant cette période, dont une grande partie vont être envoyés à Rivesaltes. Bon, il y a des exemptions, il y a certains facteurs qui font qu'ils pourront être exemptés et libérés. Mais c'est une période extraordinairement dangereuse. Et plus on se rapproche de la frontière suisse, plus elle est dangereuse. Donc les dangers ne viennent pas nécessairement du côté suisse, ils viennent aussi du côté français de la frontière ou du côté allemand de la frontière quand les Allemands occuperont la totalité de la France. C'est-à-dire après le 11 novembre, enfin il y a l'occupation italienne qui rend les choses un peu plus compliquées. C'est vraiment un des apports de votre livre parce que à partir de la fin des années 90, il y a eu une sorte de tendance à faire porter à la Suisse seule, une part de la responsabilité du génocide. Ça a été le fameux film La barque est pleine, et puis ça a été ensuite les travaux de la commission Berger. Mais jamais on ne s'est préoccupé de savoir ce qui se passait avant l'arrivée à la frontière. Et je ne crois pas que d'autres historiennes, comme il faut dire toujours aujourd'hui, ont, comme vous, eu cette idée qu'il fallait prendre les choses larges et prendre les itinéraires du début jusqu'à cette frontière. Et l'autre rapport, c'est que il faut plusieurs types de passeurs. Il y a ceux qui conduisent jusqu'à la frontière, mais ce ne sont pratiquement jamais les mêmes qui font passer la frontière et qui amènent jusqu'à la frontière. Alors ça, c'est vrai pour les enfants, pour les convois d'enfants. Mais ces convois-là sont organisés par la résistance juive. Alors ça, on va faire 2 émissions. Je préviens nos auditeurs de RCJ que ce livre étant tellement important, on va y consacrer 2 mensuels. Et vous reviendrez le mois prochain pour parler de ce qui constitue la dernière partie de votre livre, c'est-à-dire des convois, d'ailleurs pas que d'enfants, mais des convois qui sont organisés par différents types de résistants, dont la résistance juive qui va faire passer aussi des enfants en Suisse. Donc là, on revient aux adultes. Donc ce que j'ai dit n'est pas tout à fait vrai. Il y a des filières qui prennent les gens en charge en Hollande ou en Belgique, à travers, rendez-vous compte combien de frontières il y a à passer, à travers la frontière de Hollande en Belgique, puis de Belgique en France, puis la ligne de démarcation pour ceux qui passent en zone sud. Et ce sont des dangers à chaque fois renouvelés. Alors parfois, ce sont des filières, on donne des adresses et il y a différentes personnes qui prennent les gens en charge successivement. Et parfois, ce sont les mêmes qui partent de Bruxelles et qui vont jusqu'à la frontière. Donc là, il y a de tout. Mais il y a une chose qui les relie tous, c'est le prix qu'il faut payer pour ces filières qui ne sont pas des filières bénévoles. Il y a simultanément quelques filières bénévoles. Et puis il y a quelques passeurs qui travaillent, qui sont payés, mais qui sont payés modestement. Et on a une espèce d'éventail de tarifs qui est tout à fait incroyable. Ça peut passer de 200 francs français à 60 000 francs français. Alors quelles sont les sources qui vous ont permis d'écrire cette histoire? Alors, la source primaire, c'est vraiment les sources suisses qui sont les collections d'interrogatoires de réfugiés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer que quand un réfugié arrive en Suisse, comment la police suisse le contrôle? Alors, première règle absolue, il faut s'annoncer à la police frontière. Alors, la police frontière, c'est qui? Ça peut être
les gardes frontières, donc les douaniers, ça peut être des policiers en civil, ça peut être les douaniers et la police militaire. Donc, par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on passe une frontière verte, frontière où il n'y a personne. Mais dans ce cas-là, il faut aller s'annoncer à un poste de police. Et, si possible, et c'est là qu'il y a une énorme injustice, si possible, très loin à l'intérieur de la Suisse. Parce que si on reste à moins de 10 kilomètres de la frontière, on peut encore être refoulé. Alors que si on va jusqu'à Berne ou Zurich, il y a eu une tolérance tout à fait officieuse qui fait qu'on n'était plus refoulé. Et alors, à ce moment-là, on ouvre un dossier. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers ? Alors, on met d'abord la personne dans un camp, c'est un camp militaire, qui est pas très drôle. On dort sur la paille, on est constamment interrogé, on est soupçonné. Les Suisses, les autorités militaires surtout, n'aimaient pas du tout ces réfugiés. Ils étaient très antisémites en plus. Alors, on est là, on est interrogé par la police militaire, on constitue un dossier qui va aux autorités civiles. Les autorités civiles font encore une enquête, on ne sait pas très bien comment, on est mis en quarantaine et au bout de 3 semaines, si tout se passe bien, on reçoit un papier qui est absolument fondamental, qui est le décret d'internement. Et là, à partir de là, on est sauvé. Quand on a le décret d'internement, on peut rester en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. À partir de là, certains font des semaines et des mois de camps militaires pas très agréables, d'autres vont dans des camps de travail, et puis d'autres qui ont des familles en Suisse arrivent à se faire libérer. Oui, mais ma question portait sur les dossiers. Parce que vous avez commencé à dire qu'il y avait une sorte de récit autobiographique dans les dossiers. Oui, donc, parfaitement. Alors, qui fait ces dossiers ? Comment et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, je suis un peu hypocrite parce que nous sommes allés ensemble à Berne et vous m'avez coaché pour que je regarde un certain nombre de dossiers qui m'intéressaient. Donc, je fais un peu l'imbécile. Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs une source passionnante parce que toutes les histoires de ces juifs sont là-dedans. Alors racontez-nous, quand on ouvre un dossier, comment ça se présente ? Alors il y a des dossiers un peu différents à Genève et à Berne. Bon. Quand on passe par Genève, ce qui est le cas de 10 000 sur les 15 000, ouais. C'était la grosse majorité. Ils sont interrogés d'abord par les douaniers. Et alors là, c'est très intéressant parce que les douaniers notent le coin, le lieu exact, la borne frontière où ils ont passé. Ce qui permet de reconstituer des groupes qui passent ensemble et puis d'aller voir sur place. Et ça, c'est toujours très, très instructif. Après, ils sont interrogés par les gendarmes civils qui prennent comment on appelle ça, les pères et mères, etc. Vous avez tout le pédigré. L'état civil. Voilà, tout l'état civil, etc. Et enfin, ils sont interrogés par la police militaire. À Genève, ce sont les militaires qui donnent le ton. Et ce sont les militaires qui vont décider qui on accueille et qui on refoule. Parce qu'on peut encore être refoulé après avoir été interrogé. Et là, on doit décliner toute sa biographie. Où on est né, on a fait ses études, on a fait ses écoles, ses études, quel métier on a exercé. Et puis surtout, pourquoi on est parti. On leur pose toujours la question, mais enfin, pourquoi vous avez fui de chez vous ? Comme si, au 5 millième interrogatoire, ils n'avaient pas encore compris. Je crois que jusqu'à la fin, ils n'ont pas vraiment compris. Puis ils n'étaient pas très instruits, ni ces douaniers, ni ces policiers. Enfin, en tout cas, dans les dossiers de Berne, les récits autobiographiques sont écrits de la main du réfugié, enfin du fugitif. Non, c'est vraiment un interrogatoire de police. Ils sont tapés, le réfugié est interrogé, c'est un militaire qui tape. C'est un militaire qui tape, puis après, comme un interrogatoire judiciaire, il doit signer. Et puis il y a parfois des bifures. Quand le troufion s'est trompé, il biffe. Non, j'étais pas épicier, j'étais maroquinier. Enfin, des trucs comme ça. Et après, il signe. Et voilà. Alors, est-ce que tous ces interrogatoires disent la stricte vérité ?
pas toujours. Mais enfin, ça Moi, nous j'ai apprend quand même remarqué beaucoup de choses. qu'en règle générale, ils disaient ne pas connaître leur passeur, ne pas connaître la filière. Et c'est quand même pas des interrogatoires musclés. C'est-à-dire qu'on n'exige pas d'eux qu'ils disent une vérité. Non, ça n'est pas musclé. On essaye de savoir qui sont les passeurs. Bien entendu, quand un passeur prend quelqu'un en charge, il lui fait promettre solennellement de ne pas donner son nom. Et ils ont une très bonne raison. Bon, d'abord, pour ne pas être inquiétés, eux, mais aussi parce que ce passeur pourrait très bien servir à passer le reste de la famille un peu plus tard. Et donc, on va jamais dénoncer. Puis attention, il y a encore quelque chose qu'il faut absolument préciser, c'est que la Suisse était plus ou moins d'accord d'accueillir un certain nombre de personnes, selon certains critères, notamment d'être arrivé jusqu'au cœur de la Suisse. Et puis un peu plus tard, ce sera d'être un vieux, un senior, ou d'être un adolescent, ou d'être un membre d'une famille avec un enfant de moins de 6 ans. Mais les passeurs étaient criminalisés absolument. Donc, si on arrivait à arrêter un passeur qui, par malheur, aurait voulu aller au-delà de la frontière, il était arrêté, puis faisait plusieurs mois de prison en Suisse, passé devant la justice militaire. Il y en Mais a ce que plusieurs vous avez qui ont- raconté sur ces 3 filles, dont une seule finalement a réussi à gagner la Suisse, on le retrouve quand même dans beaucoup de récits. C'est-à-dire beaucoup de récits montrent que les passeurs les laissent à la frontière et leur indiquent la direction de la Suisse, et que la dernière partie du périple se fait finalement tout seul, sans passeur. C'est le sentiment que j'ai eu en lisant les récits de passage que vous faites. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, à quelle distance? Ça dépend entièrement des endroits de passage. Il y a une route, toujours sur le canton de Genève, qui longe la frontière. Et il y a eu beaucoup de passages par là. Et du côté suisse, il y a des bois. Alors le passeur arrivait là, il disait « Traversez vite la route, enfoncez-vous dans la forêt, 300 mètres plus loin, vous avez le poste frontière, vous êtes à l'abri des arbres. » Ça, c'était pas très dangereux. Parfois, Et en c'était même beaucoup temps, plus c'était difficile. pas très difficile parce qu'il n'y avait pas on n'était pas dans la montagne là, du côté de Genève. On n'était pas dans la montagne, mais c'est pas si plat que ça quand vous regardez les ruisseaux qui bordent la frontière genevoise. Il y a des sacrés talus. Notamment, bon, on reparlera des enfants, mais je le dis à cause du talus. À Fossard, il y a un talus très raide. Et quand les enfants arrivent, d'abord ils doivent traverser un ruisseau qui s'appelle le Foron, qui à l'époque charriait beaucoup plus d'eau que maintenant. Il y a des enfants qui ont manqué de se noyer. Et après, le talus était très glissant. Donc il a fallu, et là on est en 44, que les douaniers aillent chercher les gamins en bas. Sinon ils glissaient dans le ruisseau et se faisaient emporter. Donc c'est pas si simple que ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les différents passages? C'est-à-dire, votre livre est illustré d'un certain nombre de cartes et analyse, de cartes qui montrent les frontières, celles entre les Pays-Bas et la Belgique, ensuite la Belgique, la France occupée, et ensuite, bien évidemment, la frontière suisse avec la zone occupée, et ensuite, c'est un peu plus détaillé. Je ne suis pas sur les bonnes cartes, là, si. Voilà, donc vous avez un certain nombre de passages qui se font à des endroits différents. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différents endroits de ces passages? Alors, on peut dire une chose, c'est que tout le pourtour de la frontière franco-suisse a été utilisé pour passer. Absolument tout le pourtour. En zone occupée, ça commence à Belfort et ça va au pays de Gex, c'est-à-dire jusqu'au Rhône. Donc on traverse côté français, comme département frontalier, le territoire de Belfort, le Doubs, le Jura et l'Ain. De l'autre côté, à la frontière avec la zone libre, c'est exclusivement la Haute-Savoie, parce que c'est le seul département qui fait frontière avec la Suisse. Mais là, il y a 3 régions, en fait. Il y a le canton de Genève, qui est la porte d'entrée principale. Il y a le lac Léman, à travers lequel
500 juifs ont passé à peu près. Et il y a le canton du Valais, donc la montagne. Et là, ce sont des cols dont certains sont extrêmement élevés, d'autres sont beaucoup plus faciles à franchir, comme le col de Cou, par exemple, ou le col de Balme. Mais même dans le col de Cou, vous racontez une histoire terrible. Vous racontez plusieurs histoires terribles par le col de Cou. Vous racontez notamment l'histoire de ce mathématicien, si ma mémoire est bonne, dont l'enfant a un problème osseux et dans une sorte de coque en plâtre, un enfant de 5-6 ans. Je veux nous raconter cette histoire. Oui, c'est un couple de Vienne, il s'appelle Heller, Isidore Heller. Il est marié, il a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Gertrude. C'est un prénom très donné à l'époque. Et bon, il a écrit son autobiographie, là, l'enfant s'appelle Mignon. C'est plus joli, mais enfin bon. Et donc, ils sont réfugiés de Vienne en France. Ils sont à Paris d'abord. C'est un mathématicien de grand talent. Donc là, comme réfugié légal, il arrive encore à donner des cours dans différentes écoles. Et puis arrive mai 40, et assez rapidement, ils vont passer en zone libre. Ils vont s'installer à Albi. Et Albi, cet homme qui est intelligent, qui est sociable, va se faire des amis parmi les Français, et notamment un inspecteur de police. Et le jour où il doit être raflé à Albi, ils sont réfugiés dans une petite baraque en pleine campagne. Toujours avec cet enfant, qui est plâtré des chevilles à la taille. Ça doit peser 20 kilos, hein, ce plâtre, ce corset. Elle est plâtrée parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire opérer. Elle devait être opérée, mais pas eu le temps, ils ont fui. Et il est prévenu par cet inspecteur de police. Il lui a dit, écoutez, il lui dit en termes cachés, bien sûr, il n'a pas le droit de lui dire franchement, mais il lui fait comprendre qu'il ne doit pas dormir chez lui cette nuit-là. Alors notre Isidore Heller, qui est très débrouillard, qui est très intelligent, il s'est procuré des cartes Michelin. Et il a vu qu'il y avait possibilité, par Samoin, de passer en Suisse par des cols. Alors il se dit, on va essayer, on va aller par là. Ils partent. Alors ils ont une poussette spéciale pour cet enfant qui est une espèce de chariot. Ils la mettent dans le train, et puis à la sortie, Annemasse, ils ne retrouvent pas la poussette. Donc ils doivent en catastrophe se procurer une espèce de chariot. Ils vont traîner ce chariot avec l'enfant dessus, avec les bagages. Ils ont pris des couvertures, ils n'ont pas pris grand-chose. Ils vont commencer à monter dans la montagne. Ils prennent d'abord ce train qui va dans cette vallée jusqu'à Samoin. Et puis là, de refuge en refuge. Et là, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas de passeurs jusque-là. Ils sont débrouillés seuls. C'est parmi les tout premiers à passer. À peu près quand septembre C'est en août, c'est en août. Août 42. C'est fin août, Fin août c'est 42, vraiment fin ouais. août. Alors ils arrivent à grimper d'abord le col de la Golaise, puis ils voient qu'ils sont pas encore à la frontière, ils sont complètement catastrophés. Ils doivent redescendre, doivent monter au col de Cou. Ils y arrivent parce qu'ils demandent de l'aide à des bergers, Ils arrivent au sommet du col de Cou. Il y a une cabane de douanier, un poste de douane suisse. Par bonheur, il n'y a personne dans ce poste de douane à ce moment-là. Donc ils entament la descente. Il fait beau, heureusement. Ils descendent avec l'enfant, Ils descendent de l'autre côté du col. du côté suisse. Côté suisse. Ils arrivent passablement en bas dans la vallée. Et là, qu'est-ce qui leur arrive? Une patrouille de douaniers suisses leur arrive dessus et les arrête. Qu'est-ce que vous faites là? On est juifs, on essaye de se mettre en sécurité en Suisse. On a un enfant de 5 ans, vous voyez, qui est malade, qui doit être opéré. Pas question, la Suisse est fermée. La Suisse est fermée pour tout le monde. Vous devez retourner, nous allons vous refouler par là où vous êtes venus. Donc on les fait remonter. Alors les douaniers poussent la compassion jusqu'à porter l'enfant et à porter la poussette, le chariot et les bagages. Et les renvoient au sommet du col. Vous devez descendre par là. Vous imaginez l'état d'esprit. Alors ils redescendent, mais ils redescendent pas très bas. Ils vont aux alentours de Fréterolles, qui est un chalet
dans la région. Et là, ils trouvent des gens qui vont les aider. D'abord, ils prennent la poussette, leur disent, écoutez, allez-y tout seul, allez-y, ne vous encombrez pas de tout ça. On va vous montrer par où il faut passer. Et ils leur montrent un autre chemin. Et ils arrivent finalement à repasser et à descendre jusqu'à l'alpage de Balme, qui est en bas. Et là, ils sont accueillis par une famille suisse qui mérite la médaille des justes, qui ne l'a jamais eue, s'appelle les Gonnet. Et ils vont les cacher quelques jours, le temps qu'Isidore Heller prenne contact avec des organisations juives. Et il prend contact à Lausanne, une organisation qui s'appelle la Délivrance, qui lui disent, on va vous envoyer des passeurs, mais il faut que vous arriviez à descendre encore un bout. Alors, on les envoie. On leur a jamais envoyé ces passeurs, ils les ont jamais rencontrés. Ce sont des amis des Gonnet qui les ont descendus jusqu'à un endroit qui s'appelle le Malpas. Et au Malpas, on leur a dit, écoutez, c'est beaucoup trop dangereux de descendre sur Champéry. Vous allez prendre par des chemins de traverse. Les chemins de traverse, c'est 20 kilomètres de sentiers de montagne. Ils ont passé 3 jours et sont arrivés sur Martigny en dormant dans des granges, en portant l'enfant avec son corset de 20 kilos. Et ils sont arrivés jusqu'à Martigny. Et à Martigny, ils ont réussi à prendre un train, aller jusqu'à Lausanne. Et enfin, à Lausanne, c'était suffisamment à l'intérieur de la Suisse pour être accueillis. Et l'histoire se termine bien parce que la petite fille est opérée en Suisse. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, mais vous me donnez l'occasion de poser la question de l'attitude des autorités suisses, elles sont diverses, par rapport à cette question de passage. Vous êtes... et Klarsfeld, j'appelle Klarsfeld à la rescousse, hein, et Klarsfeld vous donne raison, vous êtes beaucoup plus nuancé sur la question de l'attitude des autorités, notamment du fameux Rothmund, qu'on l'a été, disons, à la fin des années 90, début des années 2000, quand il y a eu cette commission Berger. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer un peu quelle a été l'attitude des autorités suisses ? Oui, alors en fait, il y a une politique officielle qui est la simple suite, la politique d'immigration. C'est soit on a un visa, soit on n'entre pas. Et tout étranger sans visa est refoulé. Et puis il y a une politique officieuse, pragmatique, qui est plus ouverte, qui n'est pas complètement ouverte, mais qui ménage des portes d'entrée. Et là aussi, il y a des choses que la commission Berger n'a pas vues, qui s'est d'ailleurs très peu occupée de la question des réfugiés, entre parenthèses. Elle s'est occupée des trafics d'or, de devises, toutes les questions économiques sur lesquelles je ne me suis pas penchée. Sur la question des réfugiés, j'ai travaillé sur des archives qu'ils n'ont jamais vues. Notamment toutes les archives qui ne sont pas à l'intérieur de la Suisse. Parce que quand on étudie une frontière, il me semble que l'essentiel, c'est quand même de se pencher sur ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, la politique pragmatique, au fond, a été la suivante. Pourquoi d'abord qu'est-ce qu'il y a une politique pragmatique ? Parce qu'il y a, et ça on ne l'a pas assez dit non plus, un mouvement d'opinion en Suisse qui est favorable aux réfugiés. Et c'est un mouvement sur des bases à la fois chrétiennes, protestantes. En somme, la Providence nous a préservés de la guerre, il faut être généreux. Et puis des bases humanistes, parce que certains qui ne sont, disons, pas de la mouvance confessionnelle, certains politiciens, soit de gauche, socialistes, soit libéraux, ont chanté la même chanson aux autorités en disant « vous ne pouvez pas vous montrer aussi dur ». Il y a un député qui a dit « est-ce que nous devons être durs par avance ?» Il nous est rien arrivé jusqu'à maintenant. Nous avons été préservés. Mais est-ce que nous devons nous montrer durs de manière provisionnelle ? Non. Laissons entrer qui nous pouvons laisser entrer. Et il faut bien dire que la barque était loin d'être pleine. Ça, la barque est pleine, c'est la doctrine. Après, la pratique, elle est plus ouverte. Alors ça commence par des interventions parfaitement confidentielles à la frontière genevoise, 31 août.
le conseiller fédéral von Steiger, qui est le supérieur, donc qui est le ministre de Rothmund, qui est le haut fonctionnaire chargé de l'immigration et de l'accueil, ils viennent tous les deux à Genève pour dire, écoutez, on a tellement de vagues qui viennent de la presse, il faut que ça se calme, alors vous refoulez plus personne. Et surtout, vous remettez personne aux Allemands, parce qu'il y a eu des remises aux Allemands. Donc ça commence comme ça. Après, et on est en quelle période là ? Août 42. Août 42. 42. Donc au début de cette vague qui suit les arrestations. Oui, il y a eu des remises. À Genève, il y a eu une remise catastrophique côté Pays de Gex. Les Allemands n'avaient rien demandé. Les militaires suisses ont remis 3 hommes. Bon. Donc, alors ça se fait officieusement. Mais alors attention, Berne, à ce moment-là, le gouvernement civil, il est plus ouvert, plus pragmatique, mais à la frontière, les militaires, ils vont tout essayer pour bloquer. Et donc, chaque personne qu'ils soupçonnent, on ne sait pas pourquoi, d'être un espion, Dieu sait quoi, qu'il ne revient pas, ils vont quand même refouler. Et là, il y a les évadés des GTE qui vont être refoulés. Des GTE, c'est-à-dire les groupements de travailleurs étrangers qui se sont évadés les 18-20 août quand ils ont été raflés. Il y en a beaucoup qui sont arrêtés, sont refoulés par les militaires, alors que Berne a dit vous laissez entrer tout le monde. Bon, ensuite Berne met des limites. Ils émettent des instructions. Les seniors de plus de 65 ans, les familles avec un enfant de moins de 16 ans, après ça sera moins de 6 ans, les adolescents seuls jusqu'à 16 ans, les malades, les gens qui ont un lien profond avec la Suisse, ça c'est, vous pouvez interpréter. Tout cela ont le droit d'entrer. Après, à la frontière, la police frontière continue quand même à filtrer. Mais il y a cette ouverture. Puis après, il y aura la liste des non-refoulables que le gouvernement suisse met sur pied en accord avec les organisations confessionnelles. Protestantes d'abord, mais aussi catholiques et juives. Puis à la fin, elle sera étendue à beaucoup d'autres personnes. Donc il y a des tolérances. Alors, vu qu'il était si difficile d'arriver jusqu'à la frontière suisse, vu qu'il y avait des tolérances, la Suisse aurait pu et aurait dû se montrer moins chipoteuse, si j'ose le dire, et laisser entrer même les gens qui avaient un enfant de plus de 6 ans. Parce qu'il y a eu des refoulements d'enfants de 6 ans et demi avec leur famille. Et il y a eu des refoulements de personnes âgées. Ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est comment finalement les Juifs en France sont très peu informés sur les régulations suisses, sur qui est autorisé à entrer et qui n'est pas autorisé. Et qu'il est possible aussi que, après un certain nombre de refoulements, il y a eu l'idée que c'était pas une si bonne idée d'essayer de passer en Suisse. Donc ça a été quelque chose qui a découragé certains par crainte d'être arrêtés à la frontière et refoulés. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, oui c'est vrai. Mais, contrairement à ce que vous dites, l'information passait très vite. D'abord de Suisse parce que ils pouvaient correspondre plus ou moins par certains canaux un petit peu confidentiels avec leur famille par exemple restée en France. Et puis les organisations de résistance étaient bien informées. Donc, qu'est-ce qui se passe en 42 ? On va très vite comprendre qu'il faut, en somme, conseiller d'aller en Suisse aux personnes qui peuvent être accueillies. Et on voit très bien qu'il y a une sorte d'auto-sélection, si j'ose dire. Ce sont ceux, bon, avec des enfants, etc., qui vont essayer de venir. Mais les instructions changent parfois. J'ai dit, par exemple, que c'était les familles avec un enfant de moins de 16 ans. Fin décembre 42, donc ça date de fin septembre. Octobre, novembre, ça passe. Décembre. Fin décembre, ça va devenir... D'ailleurs, Rothmund est en congé à ce moment-là. Ce sont ses adjoints qui resserrent les conditions d'entrée. Ça va être une famille avec un enfant de moins de 6 ans. Oui, mais tous ceux qui sont en route avec des gamins de 10 et 12 ans, bien, ils sont refoulés à ce moment-là. Parce qu'il faut au moins 15 jours pour que l'information passe. Et c'est là que... Alors, la dernière question, après on arrêtera pour reprendre le mois prochain l'épisode des
des organisations de résistance civile, juive et pas juive d'ailleurs. La dernière question, vous évaluez à peu près 3000 le nombre de refoulés. Est-ce que vous êtes intéressé au destin de ces 3000 ? Est-ce que ces 3000 refoulés se sont tous retrouvés à Auschwitz ? Non, heureusement pas, et loin de là. Donc, à la frontière, se faire refouler à la frontière avec la zone occupée était beaucoup plus dangereux que de se faire refouler à la frontière avec la zone libre. On connaît beaucoup mieux, d'abord, le nom des refoulés qui ont été refoulés à la frontière avec la zone libre. Pourquoi ? Simplement parce que les archives sont à peu près complètes. À la frontière avec la zone occupée, il faut croiser avec les listes de déportation. Et là, on ne peut pas savoir si la personne arrêtée à Besançon a été refoulée ou a été arrêtée avant la frontière. Mais je pense qu'une estimation raisonnable du taux de refoulement à la frontière avec la zone occupée, c'est 50% de risque, malheureusement, d'être déporté. À la frontière avec la zone non occupée, puis zone sud, puis il y a tout l'épisode de l'occupation italienne où c'est beaucoup moins dangereux. Et après seulement 11 mois de nouvelle occupation allemande, eh bien, c'est une personne sur 6 refoulée qui va être déportée. Donc, un juif refoulé à Annas, mettons, qui se retrouve de l'autre côté, n'est pas nécessairement un juif assassiné. N'est pas nécessairement. Il a heureusement des chances qui lui sont données de trouver une planque, une bonne planque. Soit il reprend contact avec ses passeurs, qu'une organisation, il peut trouver une planque et il va survivre. 1 sur 6, malheureusement, oui, a été jusqu'à Auschwitz. Eh bien, merci. Je rappelle le titre de votre livre, donc de Ruth Fivas Dilberman, préfacé par Serge Klarsfeld, La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale. C'est vraiment une somme et je pense que c'est un livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques de qui s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Et je vous dis au mois prochain.